Dans la prolongation des conseils des ministres précédents depuis la déclaration de l'urgence sanitaire, ce conseil des ministres nous a une fois de plus permis d'adopter un certain nombre d'ordonnances relatives à la mise en application de cet état d'urgence sanitaire. Ainsi, le ministre de l'Intérieur a présenté un projet de loi qui ratifie une ordonnance du 1er avril dernier que nous avions déjà vu ensemble relative au report du second tour des élections municipales et donc je ne reviens pas dans le détail là-dessus. De façon complémentaire, le ministre de l'Intérieur ainsi que la ministre des Outre-mer ont présenté une ordonnance qui détermine pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à nouveau les modalités d'ordonnance du renouvellement général des conseillers municipaux. La ministre du Travail ainsi que le ministre de l'Économie et des Finances, Muriel Pénicaud et Bruno Le Maire, ont pour leur part présenté une ordonnance qui complète des ordonnances précédentes du 25 et 27 mars dernier, qui ont vocation à faciliter la poursuite ou la reprise d'activités économiques dans différents domaines. Il s'agit notamment de prolonger des délais qui viendraient à échéance pendant l'état d'urgence, de permettre le maintien de ces activités professionnelles. Je pense en l'occurrence à des éléments relatifs à l'extension du chômage partiel pour certaines activités professionnelles. Et cette ordonnance permet également de compléter un certain nombre de facilités économiques et financières accordées aux acteurs économiques. Nous avions également une série d'ordonnances présentées par la ministre des Outre-mer qui vise à adapter la gestion de la crise sanitaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à la Nouvelle-Calédonie. Vous le savez, depuis le début de la crise sanitaire que nous connaissons, le gouvernement a été particulièrement attentif, compte tenu des fragilités que l'on peut connaître en Outre-mer, à adapter la gestion de cette crise. Nous avons ainsi mis en place des mesures de manière parallèle à celles qui étaient prises dans l'Hexagone, en particulier sur le confinement, y compris alors que les stades épidémiques dans un certain nombre de collectivités d'outre-mer n'étaient pas au stade 3, mais encore au stade 1, voire au stade 2. Et donc, une des ordonnances qui a été présentée prévoit au fond qu'un certain nombre de dispositifs que nous avions mis en place puissent être étendus. C'est le cas du sursis pour les expulsions locatives, ce qu'une précédente ordonnance prévoyait déjà pour les Antilles, la Réunion, Mayotte et Wallis-et-Futuna, est désormais étendu à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, après évidemment consultation des collectivités locales concernées. La ministre a enfin présenté une ordonnance qui adapte toujours l'état d'urgence sanitaire à la situation des collectivités du Pacifique, et ce texte précise notamment la faculté dont dispose en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française le haut-commissaire pour adapter ses spécificités pour adapter aux spécificités, je vais y arriver, de ces territoires, les mesures d'urgence qui relèvent de la compétence de l'État. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce Conseil des ministres et je suis à votre disposition pour répondre à vos différentes questions. Oui, bonjour, Grégoire Poussiel, journal Les Échos. Je représente aujourd'hui tous mes confrères. D'abord, première question sur les ordonnances. Est-ce que les ordonnances qui ont été présentées aujourd'hui en Conseil des ministres sont les dernières ordonnances qui seront prises dans le cadre du plan d'urgence ? Alors ça, je ne peux pas vous le dire à ce stade parce que vous aurez remarqué qu'un certain nombre des ordonnances que nous prenons aujourd'hui sont des ordonnances qui visent à ajuster en fonction des retours terrain, si j'ose dire, les mesures que nous avions prises précédemment. Nous avons déjà eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises, ces ajustements qui témoignent de notre volonté en permanence d'ajuster les dispositifs en fonction de la réalité des acteurs sur le terrain, qu'il s'agisse des particuliers ou des entreprises. Merci. J'ai plusieurs questions concernant le secteur de la restauration, de Samir Sfaxi pour CNews, de Mathieu Coache de BFM TV et de Frédéric Delpech pour TF1 LCI. L'inquiétude grandit de jour en jour autour des restaurateurs. Beaucoup estiment qu'ils ne pourront pas ouvrir. Quelles sont les pistes envisagées par le gouvernement sur la question du calendrier et des mesures mises en place ? Si le plan final n'est pas encore défini, ne devriez-vous pas donner quelques pistes pour rassurer une profession extrêmement inquiète ? Et par ailleurs, est-ce que la date du 15 juin est envisagée pour la réouverture des cafés, bars et restaurants ?
Nous avons aujourd'hui, comme pour l'ensemble des sujets liés au déconfinement, à cette nouvelle étape qui interviendra après le confinement strict, nous avons beaucoup de discussions aujourd'hui, que ce soit des discussions évidemment au sein du gouvernement interministériel avec nos administrations, que ce soit des discussions évidemment avec les différentes parties prenantes. Et le secteur de l'hôtellerie, café-restauration a été reçu d'ores et déjà à 3 reprises sur le sujet du retour au travail par le ministre Bruno Le Maire. Donc on a cette ambition de concertation, on a aussi besoin de temps pour élaborer les différents scénarios de reprise d'activité. Donc je ne peux évidemment pas vous confirmer cette date du 15 juin. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que nous savons les difficultés particulières pour ce secteur qui ne pourra pas reprendre, comme l'a indiqué le président de la République, en même temps que les autres secteurs de l'activité économique et qui, à ce titre, devra être aidé en particulier. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons actuellement en concertation également avec le secteur pour avoir un plan spécifique d'accompagnement et d'aide pour les hôteliers, les cafetiers ainsi que les restaurateurs. Une question concernant les déplacements des Français, une question posée par Yannick Fall de France Info. Confirmez-vous le maintien envisagé dans un premier temps de la limitation des déplacements interrégionaux et si oui, pour combien de temps seront ils limités ? Je ne confirme évidemment pas cet élément pour la bonne et simple raison que nous sommes aujourd'hui de manière très active aux côtés de Jean Castex, mais évidemment au sein de chacun des ministères, en train de travailler à cette stratégie de déconfinement et donc je ne peux pas apporter de réponse à cette information. Merci. Question de Rama Sofia Rajdi de USPA. Le président Emmanuel Macron, lors de son allocution du 13 avril, a promis une aide aux foyers défavorisés. Madame Henriette Steinberg, la secrétaire générale du Secours populaire français, a lancé un appel pour des fonds à la télévision aussitôt après pour éviter une crise alimentaire. Qu'en est-il de ces aides aux ONG des grandes associations? Et est-ce que les ministres français pourraient, à l'instar de leurs homologues autrichiens, bulgares ou marocains, verser un mois de salaire symbolique? Merci. Alors, vous le savez, depuis le début de la crise, nous avons été extrêmement attentifs à ce que les personnes les plus vulnérables en France puissent bénéficier de dispositifs d'aide spécifiques. C'est ainsi que pour les personnes sans domicile fixe, nous avons ouvert des milliers de places d'hébergement supplémentaires. C'est aussi ainsi que nous avons prolongé la trêve hivernale jusqu'au 31 mai. Nous avons également mis en place des chèques services qui permettent d'accéder à des banques alimentaires, à de l'aide alimentaire pour des personnes vulnérables. Nous avons également fait le choix, c'est ce qui était présenté la semaine dernière lors du projet de loi de finances rectificative, d'accorder une aide exceptionnelle de solidarité aux familles les plus fragiles. Ce sont 4 millions de ménages et près de 1 milliard d'euros qui vont être distribués à ces familles, dans le courant du mois de mai, avec au fond, cette certitude que le confinement fragilise d'autant plus ceux qui sont déjà fragiles et creuse des inégalités. Donc nous avons là un dispositif qui est très robuste d'aide aux personnes les plus défavorisées. Ce dispositif, évidemment, s'il doit être complété, il le sera. Et nous avons eu aussi une attention particulière avec Julien Denormandie vis-à-vis des associations. Je pense également au travail réalisé par Gabriel Attal. Une attention vis-à-vis de l'accompagnement des associations, notamment sur les questions relatives au chômage partiel, pour faire en sorte qu'elles puissent continuer à effectuer leur mission dans de bonnes conditions. Une question de Julie-Marie Lecomte de France Info. Le gouvernement sait-il à ce jour quand précisément il sera en mesure de présenter un plan de déconfinement précis et sans ambiguïté? Le 13 avril, le président a annoncé sous 15 jours ce plan de déconfinement et dimanche dernier, le Premier ministre se donnait 15 jours également. Est-ce que ce ne serait pas l'aveu que ce délai n'est pas tenable? Alors, le président de la République nous a donné comme mission de faire en sorte que le 11 mai, nous puissions commencer cette nouvelle étape qui ne sera plus celle du confinement strict, mais qui ne sera pas non plus l'étape de la vie d'avant, le retour à la vie d'avant, car vous le savez, nous avons souhaité que ce déconfinement puisse se faire de manière progressive. Nous avons beaucoup de pain sur la planche, nous travaillons énormément dans les ministères, autour du Premier ministre, évidemment en lien avec
avec l'Élysée pour que cette stratégie de déconfinement soit présentée dans les délais impartis. On n'est évidemment pas à 1 ou 2 jours près, cela va sans dire, mais nous avons déjà beaucoup avancé dans ce travail, consistant notamment à poser les bonnes questions qui doivent être mises sur la table dans la perspective du déconfinement. Et nous avons désormais un travail interministériel qui nous permettra d'apporter des réponses, aussi en concertation avec différents acteurs. Je pense aux organisations syndicales et patronales pour ce qui est des modalités de retour au travail. Je pense bien entendu aux collectivités locales qui auront un rôle déterminant à jouer, en ceci qu'elles sont responsables du bâti scolaire et qu'elles auront, au-delà de ces responsabilités sur le bâti scolaire, qu'elles ont des responsabilités sur la cantine, sur les activités périscolaires et qu'elles seront étroitement associées aux modalités de retour à l'école. J'ai maintenant une question de Politico. L'Allemagne prépare un projet de loi qui prévoit de porter la capacité de test à 4,5 millions par semaine afin de tester également les personnes ne présentant pas de symptômes. Pourquoi est-ce que la France continue de penser qu'il n'est pas utile de tester les personnes sans symptômes? Comment expliquer ces différentes interprétations de la science? Alors, évidemment, chaque pays, en fonction de sa situation locale, de sa situation nationale, a des stratégies qui sont différentes. Mais elles s'appuient au fond sur des fondamentaux qui peuvent être communs en matière scientifique. La stratégie française, elle a été simple depuis le début. Lorsque nous étions au premier stade épidémique, je pense au stade 1 et au stade 2, nous avions une politique consistant à tester systématiquement tous les cas possibles pour s'assurer que les personnes avaient bien le Covid-19 et évidemment tous les cas contacts autour de ces cas possibles. Je vous mets en mémoire ce qui a été réalisé, le travail remarquable qui avait été réalisé en Haute-Savoie, au Contamine-Montjoie, où à partir d'un petit cluster familial, nous avions testé, je crois, près de 150 personnes dans l'environnement de cette famille. Et donc, nous avions cette volonté de faire en sorte que chaque cas possible devienne un cas avéré et que nous puissions regarder son environnement pour casser les chaînes de contamination. Dès lors que nous avons basculé dans un stade épidémique, ce fameux stade 3, nous avons basculé vers une surveillance syndromique. Autrement dit, dès lors que quelqu'un se présente chez le médecin ou en téléconsultation avec des symptômes faisant penser au Covid-19, il est traité comme quelqu'un ayant le Covid-19 avec une surveillance médicale ad hoc. Dès lors que nous sortirons du confinement dans lequel nous sommes, puisque dans le confinement, de fait, on s'isole lorsque on a des symptômes. On est isolé de fait. Dès lors que nous sortirons du confinement, nous serons évidemment amenés à augmenter notre capacité de test, ce que nous avons d'ores et déjà fait, puisque aujourd'hui, nous sommes, je crois, de l'ordre de plus de 20 000 tests par jour qui sont réalisés en France. Notre objectif est que lorsque nous sortirons du confinement strict, nous puissions disposer d'une capacité de test qui nous amènera pour toutes les personnes qui présentent des symptômes à pouvoir vérifier que ces symptômes sont liés au Covid-19, à pouvoir également tester les personnes qui auront été en contact et ça nous amènera à, au minimum, avoir une capacité de test de 500 000 tests par semaine. Une question de Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Selon la stratégie définie par le Premier ministre dimanche dernier, des équipes d'enquêteurs vont devoir tracer les cas contacts lors du déconfinement. Combien seront-ils? Faudra-t-il, comme en Irlande, en recruter? Et oui, sous quelles conditions de formation? Alors c'est un sujet extrêmement important qui est abordé là parce que vous le savez, le Premier ministre a indiqué que les principes qui devaient guider cette stratégie de déconfinement, c'était d'abord la conservation des gestes barrières qui permettent de se laver les mains, tousser dans son coude, etc. Des mesures de distanciation sociale évidemment. Il a également indiqué que nous devions être en capacité de tester pour détecter rapidement toutes les personnes ayant un Covid-19 avéré. Et il faut ensuite que nous soyons en capacité de, en quelque sorte, faire cette enquête, remonter la chaîne de contamination. Vous le savez, nous travaillons actuellement sur une application numérique qui a vocation à aider et faciliter ce travail. Il n'en demeure pas moins qu'une intervention humaine sera sans doute nécessaire et dans le cadre du plan de déconfinement, ça fait partie des éléments et nous savons que nous aurons besoin en nombre de forces qui permettront d'effectuer ces enquêtes de proximité autour des cas contacts et des cas avérés. Et je rappelle par ailleurs que le troisième principe de notre stratégie de déconfinement est évidemment l'isolement des personnes qui auront été testées positives au Covid.
Une question de Julie-Marie Lecomte de France Info. Le président a-t-il évoqué lors du Conseil des ministres les tensions qu'on peut constater depuis plusieurs soirs en banlieue? Le gouvernement considère-t-il qu'elles sont liées au confinement? Est-ce qu'il craint un embrasement comparable à ceux de 2005 ou de 2007? Quelles mesures envisage-t-il de prendre pour l'après-confinement? Et une question subsidiaire de Sylvie Corbet de La Paix. Est-ce qu'un plan Marshall est prévu pour ces quartiers? Alors, ça fait beaucoup de questions. D'abord, je crois qu'il est important de dire que depuis le début de la crise, nous sommes évidemment restés sur l'ensemble du territoire national très attentifs aux troubles à l'ordre public qui peuvent émerger du fait de la période de confinement avec ce que ça implique. Vous le savez, nous avons constaté une hausse des violences intrafamiliales et donc on voit bien que cette période de confinement peut être génératrice de tensions. Je ne crois pas qu'on soit aujourd'hui dans une situation où il faille pointer du doigt tel et tel quartier parce que très profondément aujourd'hui nous constatons qu'il y a un respect du confinement sur tout le territoire national et je veux aussi profiter de cette occasion pour vraiment profondément remercier les Français qui se sont adaptés à ce confinement et à cette restriction au fond de leur liberté. C'est vrai, ces derniers jours, nous avons assisté à des heurts, en particulier en région parisienne. Je veux souligner que la tension est très largement redescendue hier. Évidemment, de tels agissements ne sont en aucune façon acceptables. Nous les condamnons. Nous mettons les forces de sécurité intérieure dans tous les quartiers du territoire national et en particulier dans les quartiers les plus sensibles pour que l'ordre public soit en permanence évidemment assuré. Nous considérons qu'à ce stade, ces agissements demeurent néanmoins de faible intensité. Ils sont localisés, limités et donc aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'avoir des inquiétudes, mais nous sommes extrêmement vigilants et nous ne laisserons en aucun cas quiconque apporter du désordre dans un moment qui, par ailleurs, est particulièrement difficile pour l'ensemble de nos concitoyens. Merci. Dernière question de Madame Isabelle Roberts pour Les Jours. Lundi, lors de son assemblée générale, Vivendi a validé le versement de dividendes en France ainsi qu'un programme de rachat d'actions. Or, Vivendi bénéficie du chômage partiel pour plusieurs de ses filiales. Bruno Le Maire a dit à plusieurs reprises que ça n'était pas compatible, ce que vous avez vous-même confirmé la semaine dernière, précisant que le ministre de l'économie et des finances allait se saisir de ce sujet. Quand va-t-il le faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que le chômage partiel va-t-il être refusé aux filiales de Vivendi qui en ont fait la demande? Alors, je n'ai pas d'informations supplémentaires par rapport à ce que j'ai indiqué la semaine dernière. Néanmoins, je renouvelle les principes qui guident notre action. Dès lors qu'une entreprise bénéficie de subsides publics dans le cadre de la gestion de cette crise, il est évidemment pas acceptable que des dividendes soient versés à ces filiales françaises. Et donc, honnêtement, je ne peux pas vous dire quelles ont été les actions prises par le ministre de l'économie. Du coup, je vous renverrai vers ces services de presse. Merci à vous.